Bonjour les amis, bienvenue à toutes et à tous à cette édition spéciale, spéciale Covid-19. Alors je suis au Maroc, je suis à Rabat, d'où le cadre différent, inusuel. Pourtant c'est un cadre très familier pour moi puisque je suis né ici et j'ai passé une grande partie de mon enfance et de mon adolescence dans cette maison. Voilà, je me suis retrouvé isolé au Maroc, confiné, parce que le Maroc utilise aussi le confinement depuis aujourd'hui. On est le 20 mars, il doit être 15 h ou 16 h. J'ai pas l'horloge sous les yeux. Et donc, je profite de ce confinement pour partager avec vous quelques impressions sur cette crise et surtout sur ce moment coronavirus, sous le retour de l'inattendu, puisque sincèrement, j'ai été pris de surprise. J'étais venu au Maroc passer des vacances en famille et je me retrouve isolé au Maroc. Le pays est bloqué, les aéroports sont fermés. Et dès 18 h aujourd'hui, vendredi 20 mars, la police va patrouiller les rues pour empêcher les gens de circuler. C'est une sorte de couvre-feu, l'état d'urgence sanitaire comme on dit. Alors, je partagerai avec vous 6 ou 7 observations générales, aucun commentaire sur la santé, puisque je ne suis pas un spécialiste de l'hygiène ni de la santé, je ne suis pas expert de l'OMS, je n'ai pas cette prétention-là. Ensuite, je ne me prononcerai pas non plus sur la gestion de la crise en tant que telle, ni au Maroc ni en France. Viendra le temps des règlements de compte plus tard, une fois le problème résolu, et on se jettera des anathèmes et j'allais dire des insultes, non, des critiques, même acerbes plus tard. Là, le moment n'est pas à ça, et d'autant plus que moi je ne suis pas du tout un expert en gestion de crise sanitaire, donc je ne vais pas critiquer Macron ou qui que ce soit. Ce que je peux vous dire qu'au Maroc, c'est que l'impression est de normalité, les gens sont plutôt disciplinés, l'État fonctionne. La police est dans les rues, il n'y a pas de panique. Évidemment, les marchés sont pris d'assaut, mais globalement, quand même, on n'est pas dans une atmosphère de catastrophiste ou même millénariste. Tous les soirs, il y a une session au Journal National pour démystifier les fake news. Fake news par fake news, au journal de la télévision nationale, elles sont démystifiées. Puis donc je trouve que c'est pas mal, c'est pas mal, surtout dans un pays quand même qui est un pays encore émergent. On retrouve mes vieilles rengaines, on retrouve l'importance de l'État. Le Maroc a plein de défauts, mais il a un État fort. Et l'État fort est présent, et ça fait un bienfait fou. Et je pense qu'en France aussi, c'est peut-être l'impression que vous avez. Alors, ma première observation, c'est que tout est parti de Chine. Quel coût de qualif ou prestige de la Chine à son soft power. Déjà, les Chinois ne sont pas très aimés, ils n'ont jamais été très aimés de leurs voisins, même poser la question à des Vietnamiens ou à des Malais, mais même en Afrique, en Europe ou ailleurs, les Chinois ne sont pas bien vus, ou du moins ils sont vus avec indifférence pour plein de raisons. Et là, avec le coronavirus, la cote, la popularité de la Chine, où son image a été largement écorchée. Pourquoi? Encore une fois, je ne sais pas, je ne suis pas un biologiste ou un épidémiologiste. Pourquoi le coronavirus est né en Chine, tout comme la grippe aviaire, c'est la mémoire ébole, le H1N1, le SARS. Bon, je ne fais que mettre les choses, que les coucher sur papier. Charge à nous de les étudier plus tard avec les bonnes expertises. Le deuxième point, la deuxième observation, c'est que on a remis tout d'un coup, naturellement, on a remis en cause tous les dogmes de la mondialisation. Voilà. Tout d'un coup, on a fermé la circulation des personnes, et puis même celle des biens, puisque l'échelle industrielle, l'échelle logistique ont été presque congelées. Je pense qu'il y aura un avant et un après. Un avant et un après coronavirus. Moi, j'ai l'impression de vivre un 11 septembre, mais beaucoup plus fort, d'un point de vue sur son impact économique et sur le changement de paradigme. Là, on voit pour la première fois que la mondialisation peut s'arrêter, vraiment. Pas dans la tête des altermondialistes ou des militants écolos de je ne sais qui, là vraiment, la machine s'est ralentie, peut même s'arrêter. Ça devient quelque chose de palpable. On n'est plus dans les équilibrations de militants anti-mondialistes ou anti-libéraux ou quoi que ce soit. Troisième observation, la deuxième était sur la mondialisation. La troisième observation, c'est l'impact économique. Moi, je suis très inquiet. Je ne vous cache pas, moi, je ne suis pas affolé par rapport au coronavirus. Peut-être que je me trompe, mais moi, je suis très inquiet par rapport à la pauvreté, à la misère que nous allons créer par ces mesures. Je suis dans un pays émergent, le Maroc. Plein de gens autour de moi sont des journaliers, ils sont dans l'informel. Ils ne travaillent plus, parce que confinement. De quoi vont vivre les gens?
La France est peut-être un pays riche, encore qu'elle est largement endettée, mais bon, elle a la chance par rapport au Maroc de se faire prêter son argent par la BCE. Nous, on n'a pas cet argent-là, on n'a pas cette chance-là, on n'est pas dans l'Union européenne, et puis on n'a pas la garantie. La France, si elle ne paie pas sa dette, elle peut gager Versailles ou la Tour Eiffel. Nous, on n'a pas grand-chose au Maroc. Mais bon, il n'empêche, même la France, je ne sais pas si elle va tenir le coup en termes de point de vue économique, avec une telle paralysie. Et je ne m'empêche pas, dans mon intimité, de me dire quel est le coût économique que nous allons payer en termes de collectivité, la France, le Brésil, le Maroc, le monde entier, et le coût véritable de la pandémie. Je me dis que les mesures de confinement, les mesures d'urgence prises par les gouvernements vont peut-être tuer plus de gens par la faim, la misère, que le corona. Je me pose la question, encore une fois, je ne veux pas être cassant ni définitif aujourd'hui, mais je me pose juste la question. Et je fais une parenthèse, il y aura des morts malheureusement à cause de gens qui vont péter les plombs. Parce qu'il y a une atmosphère d'affolement sur les réseaux sociaux qui s'est transmise à toute la population. Je le sens chez mes amis français notamment, mais même au Brésil, où j'ai des attaches. Il y a des gens qui sont schizophrènes, qui sont fragiles mentalement, il y a des gens qui sont dans des situations de dépression, il y a des gens qui sont seuls, il y a des gens qui utilisent des médicaments de manière chronique ou même des drogués. Eh bien, il y aura pas des burn-out, mais je ne sais plus comment on dit ça, des gens qui vont perdre le contrôle, et il y aura malheureusement des incidents, voire des suicides ou autres. Voilà, donc tout ça, il faudra le mettre dans la balance. Encore une fois, je ne suis personne pour juger de la gestion de la crise, je dis juste, voilà les ondes d'ombre, on va dire, les lueurs que je vois derrière les collines, les choses qui se profilent à l'horizon d'ici 2-3 semaines ou 4 semaines, ou quand la crise sera finie, j'espère que sera finie bientôt. Cinquième point, je crois, bon, c'est la gestion, on va dire, de cette crise par les gouvernements. Bon, au Maroc, c'est un régime, c'est un État fort qui est entouré, qui est enveloppé par une monarchie régie par une constitution. C'est simple, à la limite, le pays ne dépend que de lui-même, entre guillemets. La France fait partie de l'Union européenne. Bon, c'est un choix qui a été fait avant. Et où est l'Union européenne? Où sont les commissaires européens? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un à Bruxelles? J'en doute, parce que je vois morne pleine à l'UE. On nous avait dit que l'Union européenne c'était la solution, une chance pour la France, la seule solution possible, la protection de la France dans la mondialisation, et tous ceux qui critiquaient Bruxelles étaient classés fascistes, nazis, souverainistes, beaufs, imbéciles, d'extrême droite, réactionnaires, et voilà, voilà, je pense que j'ai oublié aucune insulte. Eh bien, où êtes-vous les gars à Bruxelles, hein? Moi, je vois une mobilisation d'État-nation par État-nation, alors qu'on nous avait dit qu'il n'y avait plus de frontières, qu'il y avait Schengen. Enfin, moi, je ne suis pas contre Schengen, moi, je suis contre des gens qui crachent sur les frontières. C'est comme si vous crachiez sur votre peau. Vous pouvez vivre dans une union avec quelqu'un, un couple, ou une union triple, ou dans je ne sais pas où. Vous pouvez, mais vous ne pouvez pas cracher sur votre peau. Votre peau est une membrane de protection. Elle est là, c'est un fait. On ne crache pas sur des choses qui vont de soi. Mais moi, c'est à ces gens-là qui ont craché sur les frontières pendant des années, on les voit aujourd'hui, ils sont capables de nous proposer une solution. Macron se débrouille tout seul, M. Macron se débrouille tout seul. Encore une fois, je ne vais pas le juger ici. Je n'ai ni la compétence, et ce n'est pas le moment. Les Espagnols se débrouillent tout seuls, les Italiens font bande à part, les Russes font bande à part. Vous me direz, ils sont dans l'Union européenne, d'accord? Mais je ne vois pas, ni dans l'Union européenne, ni au niveau mondial, d'organes de gouvernance. On est revenu au vieil État-nation. Alors sur l'Union européenne, je voudrais juste dire un dernier point. L'Union européenne ne réagit pas ou ne réagit pas de manière satisfaisante parce qu'elle n'habite pas la fonction. C'est M. Cardozo, je crois, l'ancien commissaire européen et patron de la Commission, qui disait que l'Union européenne était un empire sans armes, ou un empire sans... Ouais, c'est ça. Moi, j'allais dire un empire sans virilité, parce qu'un empire sans soldats, sans aspect militaire, n'est pas un empire. Pourtant, c'est ça. L'Europe, c'est un essai en laboratoire comme ça, de faire un empire juste commercial. Le commercial, malheureusement, n'est pas suffisant pour protéger la population. Là, il faut calmer les gens, il faut protéger, il faut rassurer, et l'État-nation reste encore la formule qui va bien. Bon. Est-ce qu'il y aura des conclusions, est-ce qu'il y aura des conséquences à ce qui se passe aujourd'hui? Il est trop tôt pour en parler, mais je voulais juste marquer cette impuissance européenne qui m'emmène à mon 6e point, je crois, qui est
la manière avec laquelle, enfin, la réaction des élites politiques. Alors, on retrouve, notamment en écoutant M. Macron, on retrouve des choses qui sont complètement incohérentes. Malheureusement, si la situation n'était pas grave, on en rigolerait et j'en ricanerais moi le premier. La première, M. Macron nous parle pour la première fois d'union nationale. C'est bien, l'union nationale, d'accord. Lui qui nous a dit que la France n'avait pas de culture. Alors je me demande pourquoi il veut unir un peuple et soudain protéger un peuple qui n'a pas de culture. Voilà. Maintenant, il est devenu protecteur, bon père de famille. Bon, ça change, c'est bien. Maintenant, il habite la fonction, 2 ans plus tard, après avoir été élu. Il nous parle d'union nationale alors que lui et tous les progressistes, c'est-à-dire dedans le PS, une bonne partie de LR et toute la clique, enfin pas la clique, c'est méchant, toutes les élites qui nous gèrent depuis 81, tous ces progressistes-là, ils ont désuni la nation. Ils nous ont mis les minorités, ils nous ont mis SOS racisme, de droit à différence, ils ont créé la haine du français de souche, ils ont créé la haine du roman national, ils ont détricoté le roman national, ils ont privé les Français de roman national, ils ont même privé d'une langue commune parce que le français maintenant est explosé, puisqu'on nous a mis l'écriture inclusive, qui est une explosion du français. Hein. On n'arrivera même plus à se parler entre nous. En tout cas, moi, à lire, j'arrive plus à lire moi, les posts sur Internet où il y a écrit en écriture inclusive. J'avoue que je fais aussi mon mauvais esprit parce que je me refuse à dénaturer la langue française. Mais vous voyez ce que je veux dire. Ils ont désuni la nation en la transformant en un ring de ressentiment. Les femmes contre les hommes, les noirs contre les blancs, les arabes contre les catholiques, les juifs contre les arabes, les banlieues contre les centres-villes. Voilà. Et maintenant, ils nous disent oui, l'union nationale. Mais attendez les mecs, vous avez tout fait pour la détruire. Voilà. Donc, je suis quand même ravi de voir que M. Macron redécouvre le bon sens et son boulot de bon père de famille. C'est bien. Il a été élu pour ça. Bon, c'est dommage qu'il le découvre 2 ans plus tard. Bon, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Enfin, je voudrais parler maintenant de ce phénomène incroyable des fake news. Alors, je vous dis, au Maroc, tous les soirs, à la télévision, la télé passe... Elle filme les fake news, enfin elle les démystifie, elle les repasse à la télévision, elle filme les équipes de police scientifiques qui travaillent sur l'aspect cybernétique, l'action psychologique. Je trouve que c'est bien, mais bon, en France c'est pareil j'imagine. Il y a une espèce de, comment dirais-je, d'explosion des fake news. Alors on nous dit que c'est les réseaux sociaux. Bien sûr, les réseaux sociaux permettent l'explosion des fake news. Mais les fake news, elles ont besoin d'un acteur. Hein, ils ont besoin de quelqu'un pour les émettre et les diffuser. J'ai quelques explications, encore une fois ce sont des essais d'explication. La première, c'est qu'on a détruit complètement la verticalité dans la société. Partout dans le monde. La verticalité détruite. Maintenant, n'importe qui peut parler. Sur Facebook, Twitter et tout. Et ça, c'est pas seulement le fait de la technologie. Nous avons autorisé des joueurs de foot à nous parler de géopolitique, ou à nous parler de sociologie. Je ne vous donnerai pas les noms pour ne pas avoir de procès. Nous avons autorisé des humoristes à nous parler de vivre ensemble, ou à nous parler d'histoire de France. Mais avec autorité. Bien sûr qu'ils peuvent parler, il y a la liberté d'expression, je ne me trompe pas sur ça. Mais il y a s'exprimer en tant que citoyen lambda, ou s'exprimer avec autorité. Nous avons mis face à face des grands universitaires, ou des grandes figures politiques, avec un joueur de foot pour parler de l'histoire de France. Nous payons le prix. Puisque maintenant, il n'y a plus de parole sacrée, il n'y a plus de parole qui descend. N'importe qui peut vous dire que c'est demain la fin du monde. Voilà. Avant, dans le monde d'avant, c'est-à-dire dans le monde d'il y a 20 ans, je ne vis pas dans le Moyen-Âge, ou dans l'Ancien Régime, dans le monde d'avant, il y avait une parole autorisée. Et quand n'importe qui vous disait demain il y aura le tsunami, vous regardiez vers les autorités, les paroles autorisées, le gouvernement, les grandes figures, les universitaires, voilà. Et vous pouviez rapidement vérifier. Ensuite, enfin, pour conclure, vous allez dire que je fais une fixette, mais bon, je fais le commentaire quand même. Je vois une extraordinaire mobilisation contre le coronavirus. Quelque chose d'invisible. Quelque chose d'invisible, c'est un virus. Et finalement, il est létal, mais bon, c'est pas non plus la peste du 14e ou du 15e siècle, ou la lèpre, ou autre chose. Hein. C'est dangereux, bien sûr, mais il faut quand même garder le sens des proportions. Donc on dit d'une énergie extraordinaire, mobilisation de tous les instants, on parle même d'union nationale, et alors que nous ignorons, nous négligeons d'autres problèmes tout aussi urgents et importants que le coronavirus. Je pense au crime organisé, je pense à la drogue qui tue des dizaines, sinon des centaines de milliers d'Européens chaque année.
Juste aux États-Unis, les opioïdes, je crois qu'on dit, hein, c'est les drogues à base d'opium, eh bien, elles tuent 60 000 Américains par an. C'est énorme. Et on peut l'éviter. Hein. Je pense aussi à l'infection islamiste qui se propage en Europe et qui pose un problème extrêmement significatif, extrêmement sérieux, et qui va changer la vie de l'Europe à jamais, qui tue des vies, hein, je ne vais pas rappeler les bilans ici, mais qui va changer la vie de l'Européen. Ce n'est pas une épidémie passagère qui va être réglée par un antidote ou un vaccin, c'est quelque chose qui va transformer la vie, le mode de vie européen, cette civilisation européenne qui nous est chère. Elle a déjà transformé le mode de vie des Maghrébins, mais bon, c'est trop tard, ou presque trop tard. En Europe, il est encore temps de sauver les meubles. Mais moi, je me pose la question, je me dis, mais d'où vient cette mobilisation comme ça, alors que nous ne mobilisons pas assez sur des dangers tout aussi évidents, et peut-être plus évidents, hein, plus visibles que le coronavirus. Alors je me dis peut-être que nous sommes dans une phase de décadence avancée de la civilisation occidentale, au point où nous ignorons les vrais problèmes, ou des problèmes, pas seulement les vrais problèmes, enfin des problèmes sérieux, et où nous préférons nous battre contre des problèmes invisibles. Je n'ai pas dit imaginaires, j'ai dit invisibles. Nous trouvons un plaisir à nous battre contre le coronavirus, parce que c'est un ennemi sans visage. C'est un ennemi que nous allons vaincre, ou du moins contenir. C'est un ennemi que la science attaquera, ou dont la science s'occupera. Alors que les autres ennemis, je pense notamment à l'islamisme, ou même au crime organisé, ou à la drogue, sont des ennemis qui ont d'abord un visage qui est proche de nous. Hein. Il n'est plus en Somalie, en Irak. L'ennemi, il est chez nous, en Europe, hein, au cœur des villes. Cet ennemi est un visage. Surtout, il demande une action conjointe de toutes les forces de l'État. Ce n'est pas une question seulement des services de santé, des hôpitaux ou de la police, c'est tout l'État. En fait, c'est notre civilisation qui va devoir se créer des anticorps contre cet ennemi-là. Ce sera une lutte acharnée, au corps à corps, et tous les jours, et de tout le monde. Pas seulement des policiers ou des juges ou je vous dis là des infirmières pour parler du coronavirus, mais vous avez compris. La lutte contre l'islamisme ou même contre la drogue, c'est une lutte complète de la civilisation. Pour isoler les mafieux ou pour isoler les islamistes, pour que ce soit très clair. Eh bien, je me dis que finalement, nous avons peut-être renoncé à sauver notre civilisation. Du moins, nous acceptons, nous nous résignons à ce qu'elle coule doucement. À une lente dérive, à un long naufrage qui nous emmènera je ne sais où, mais à la limite, on s'en fout, on s'en tape. On sait que ça va se terminer, on sait que notre mode de vie est en train de s'étioler, et finalement, on vit avec. On vit avec. C'est ce que Zemmour appelle le suicide français. Bon, on peut critiquer ça, mais je pense qu'il a raison. Il y a une espèce de délitement, on laisse tomber. On a laissé tomber cette civilisation et on ne se mobilise pas suffisamment pour elle. Alors que pour les choses qui sont invisibles, je vous dis comme le coronavirus, mais également comme le changement climatique, d'où le succès immense de Greta. Ce sont deux discours difficiles à saisir, parce que le climat, c'est presque invisible. Bon, on le ressent, mais on ne peut pas le voir par une équation mathématique, parce que ce serait des milliers d'équations mathématiques. On ne peut pas le toucher du doigt, c'est extrêmement mystérieux. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de changement climatique, comprenez-moi. Je vous dis que c'est quelque chose c'est une nature, c'est un gaz, c'est gazeux, donc c'est insaisissable. Et c'est comme ce virus. Alors on s'affole, on rentre dans l'hystérie écologiste la plus radicale, l'hystérie aujourd'hui autour du coronavirus, et puis on délègue la réflexion, la matière grise, on la délègue aux scientifiques, on leur dit, le GIEC, vous réglez ça, vous dites ce qu'il faut faire, et là on délègue au laboratoire, on leur dit régler ça. Finalement, on s'affole pour démissionner. Parce que quand on s'affole, quand on est en panique, quand on se confine chez soi avec la bouffe, voilà, c'est une démission. On renonce à sa souveraineté en tant qu'individu. On dit, allez, scientifique, règle-nous le problème, et puis nous, on fait notre boulot qui est d'hystérie. C'est un peu l'hystérie écolo, c'est ce qu'on voit ici dans l'hystérie du coronavirus. Et c'est peut-être une fuite, c'est une diversion, c'est une ressource de l'esprit, une ruse de l'esprit, pour éviter de voir les vrais problèmes qui sont face à nous. Et je vous rappelle que la France aujourd'hui est un pays, on voit dans le sauvagement, il y a 120 agressions au couteau par jour, les attentats je ne vous en parle pas, les attaques islamistes je ne vous en parle pas,
mais même le crime, la délinquance à voie commune, et d'autres problèmes encore qui m'échappent en ce moment. Merci, à la prochaine, et puis portez-vous bien. J'espère que la prochaine vidéo se passera dans un monde libre ou débarrassé du coronavirus. À la prochaine, au revoir.